du Nord, le dernier régime stalinien désigné comme l'un des pays de l'axe du mal par le président Bush. Armement nucléaire, dictature et famine, nous avons pu pénétrer dans ce pays interdit aux journalistes en profitant de la mission de 3 députés français. Pascal et Jean-Yves Bonissant, leur fils Emmanuel a disparu il y a 6 ans. Depuis, aucun signe de vie. Pour ne pas perdre espoir, ils ont créé une association et viennent en aide à plus de 50 familles. Pierre Pasquet, comme une centaine d'habitants du petit village de Clérac en Charente-Maritime, il est chasseur et très en colère contre le gouvernement après la réduction des périodes de chasse. Et puis le portrait de la semaine, c'est celui d'Antoine Schuller, ou l'histoire d'un fils en guerre contre son père. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de 7 à 8. La douleur d'une famille qui recherche son fils disparu, la colère des chasseurs et puis l'amertume du fils Schuller. 3 histoires dans l'actualité de cette semaine que nous vous raconterons dans la seconde partie de l'émission. Mais d'abord, un document rare sur l'un des pays les plus fermés au monde, la Corée du Nord. La Corée du Nord qui, avec l'Iran et l'Irak, vient d'être désignée comme l'axe du mal par le président américain George Bush. La Corée du Nord, c'est le dernier régime stalinien de la planète. C'est surtout, selon les États-Unis, le premier vendeur de missiles au monde, notamment au Proche-Orient. Surarmement, dictature familiale et surtout une famine terrible qui aurait provoqué la mort de dizaines de milliers d'habitants depuis 6 ans. Voilà l'image de la Corée du Nord. Une réalité difficile à cerner puisque le pays est fermé aux observateurs et aux journalistes, bien sûr. C'est dire le caractère exceptionnel du reportage que nous vous proposons. Oui, il y a quelques semaines, l'une de nos équipes a pu suivre là-bas la mission de 3 députés français, 3 parlementaires de l'Orne, du Maine-et-Loire et du Nord, qui sont partis pour savoir si la France doit ou non reconnaître le régime nord-coréen. Ils doivent remettre leur rapport dans quelques jours et vous allez le voir, il y a d'un côté le discours officiel qu'on leur a servi et de l'autre une réalité beaucoup moins souriante. Les derniers staliniens, c'est un reportage de Jean-Pierre Montanet et Albert Lecoinet. République populaire démocratique de Corée du Nord. Bienvenue à Pyongyang, capitale d'un pays en ruine. Une misère en trompe-l'œil. Ici, rien ne saute aux yeux car la Corée soigne sa vitrine. Étrange atmosphère en centre-ville. De larges avenues quasi désertes. La voiture, produit de luxe, privilège réservé à la nomenclatura, des nouveaux riches qui prospèrent sur le marché noir. Chaque année, il y a un peu plus de circulation, mais Pyongyang reste encore épargné par les embouteillages. Pour les moins démunis, il y a le métro, construit par les Chinois. Abri anti-atomique en cas de guerre, enfoui à 100 mètres sous terre. Voici la plus belle station, fierté du pouvoir, montrée en priorité aux étrangers. La plupart des habitants doivent en fait se contenter de marcher, sur des kilomètres. À Pyongyang, la pénurie s'étale au grand jour. Magasins presque vides, jamais de viande. Pas de pub dans les rues, mais des affiches révolutionnaires 4 par 3 pour vendre le dernier régime stalinien au monde. La Corée du Nord, accusée par Washington de vendre des missiles à l'Irak et à l'Iran et de produire du plutonium pour fabriquer la bombe atomique. L'apprenti sorcier qui fait trembler l'Amérique, le voici. Kim Jong-il, le fils au pouvoir depuis 8 ans. C'est son père, Kim Il-sung, le grand leader, qu'il avait désigné comme son successeur. L'avion arrive de Pékin. Au milieu d'hommes d'affaires russes et chinois, la délégation parlementaire française. C'est vous qui venez nous chercher. Ah bah, vous êtes très gentil. La Corée déploie tous ses charmes. Enchanté. Photo souvenir. À gauche, Christian Martin, 70 ans, UDF. Au centre, Jean-Claude Lenoir, 56 ans, démocratie libérale. À droite, Georges Hage, 80 ans, communiste pur et dur. Visite d'une semaine, capitale pour Pyongyang. Le régime veut séduire les députés français afin qu'à leur retour, ils poussent Matignon et l'Élysée à reconnaître la Corée du Nord. La France reste l'un des derniers pays européens à ignorer encore cet étrange pays. L'hôtel Corio, passage obligé pour tout étranger invité du régime. La rumeur dit que les chambres sont truffées de micros. Les députés ont à peine débarqué, déjà une réunion officielle avec leur accompagnateur pour discuter du programme concocté par les Nord-Coréens. C'est tout changé. Ça ne convient pas aux Français. On a 2 ou 3 choses que je voudrais vous demander. Nous, on voudrait voir une prison ou un camp d'internement, ou les deux. Mais on tient beaucoup à voir un petit peu les prisons, même de prisonniers de droit commun, pas forcément des prisonniers politiques. Je
prendre une très bonne note de toutes les propositions que vous venez de nous faire à mi-chemin de la discussion du programme qui reste. Vous n'avez pas peur qu'on vous montre un peu ce qu'ils veulent vous montrer et uniquement ce qu'ils veulent vous montrer? Pour ma part, je trouve que c'est évident. On va voir ce que les responsables nord-coréens veulent nous montrer. Ce qu'ils ne veulent pas nous montrer, on ne le verra pas. Moi, je ne crois pas ce qu'on pense sur la Corée, je l'ai déjà dit, et je ne crois pas ce que l'on dit sur la Corée. Et j'espère que ce programme me donnera l'occasion d'atteindre à la connaissance du vécu réel des Coréens. Une visite en Corée du Nord passe par un hommage obligatoire à Kim Il-sung. Le matin, le mausolée, monumental palais transformé en tombeau. Lieu de pèlerinage. Il faut parcourir des corridors interminables, traverser des sas pour se purifier, avant de s'incliner devant la dépouille embaumée du grand leader. Voilà la statue. L'après-midi, un petit tour à la statue, 30 mètres de dictateur en bronze doré. La coutume veut que les invités du régime y déposent une gerbe de fleurs, comme ces jeunes mariés, quand tourisme et propagande font bon ménage. Je voulais absolument que mes amis là voient cette statue, qui est impressionnante, avec ces monuments aux morts là à côté. Voilà. C'est Georges H qui voulait venir ici surtout, non? Pas forcément Georges H, c'est moi qui lui ai dit, il faut y aller quand même, faut que tu vois ça. Alors vous allez déposer une gerbe? J'ai déjà fait moi. C'est bien, tu le feras. Il y a 5 ans, mais veux-tu le faire à ma place, Georges? Non, écoute, c'est pas possible, c'est toi le président. Ça ne me gêne pas. Allez, viens. Jean-Claude! Jean-Claude Lenoir fait de la résistance. Pas question pour lui d'honorer un dictateur. Dans la continuité de ce qu'on a vu ce matin, une forme de mysticisme autour de la personne de Kim Il-sung, d'idolâtrie, devant un mausolée pareil. Bon, écoutez, je laisse les autres libres de faire ce qu'ils veulent. Vous avez tenu à pas y aller? Je n'ai pas du tout souhaité y aller. Je suis avec Georges. Oui, je tiens beaucoup à ce que tu viennes. On va les mettre par là, parce que tu vois, il y a plus de place. Merci. Je voulais donner un signe d'amitié. Ils se tiennent tellement. On ne mange pas de pain, si je puis dire. Ça les froisse quand on ne vient pas ici? Je crois. Kim Il-sung, installé au pouvoir en 1946 par l'Union soviétique. À l'époque, c'est un militaire héroïque qui a combattu l'envahisseur japonais. Très vite, il impose sa poigne de fer. Dictateur communiste, cousin de Staline et de Mao. Un culte de la personnalité sans équivalent. Il se fait appeler Soleil de l'humanité, guide sublime. Kim Il-sung a bâti un régime totalitaire, paranoïaque. Le peuple est élevé dans la perpétuelle communion avec le grand leader. Chaque date anniversaire de l'histoire du pays est prétexte à de gigantesques défilés. Kim Il-sung élevé au rang de président éternel à sa mort en 1994. Disparition qui a déclenché des scènes de chagrin hystériques plus ou moins spontanées. La dynastie ne s'est pas éteinte pour autant. Kim Jong-il, le fils, le grand général, a repris les rênes avec les mêmes méthodes. Kim Junior, redouté pour ses colères homériques, connu pour son amour pour les belles voitures, les belles femmes et pour la vodka russe. Deux Kim, père et fils, qui ont conduit le pays à la faillite. Ces images ont choqué le monde entier. En 96, famine épouvantable. 2 à 3 millions de morts selon les organisations humanitaires. La famine, les députés abordent la question avec le vice-ministre de la Santé. C'est important parce que les journaux occidentaux disent qu'il y a eu 2 millions de morts, 2 millions de personnes mortes par la famine. Par an ou jusqu'ici? Non, heureusement, globalement. Hein? Mensonge. Non, mais... Donc je retiens mensonge. Impossible d'aller vérifier sur le terrain les ravages actuels de la famine. Les députés exigent quand même de se rendre à la campagne. Sur la route, l'occasion de découvrir la banlieue de Pyongyang et ses usines délabrées. Plus loin, un chantier, pas d'engin mais des pioches pour refaire la chaussée. On croise parfois des tracteurs à bout de souffle
quand ils ne sont pas remplacés par des chars à bœufs. Dans les années 60, l'agriculture nord-coréenne bénéficiait de l'appui de l'Union soviétique. Après l'effondrement du bloc communiste, tout s'est écroulé. La Corée du Nord s'est retrouvée isolée. L'agriculture a fait un bond de 50 ans en arrière. Aujourd'hui, le pays survit grâce à l'aide internationale. Exemple à 70 km de Pyongyang, une coopérative modèle, subventionnée par une organisation humanitaire française. Bon, j'ai quand même vu des vaches, des chars à bœufs, des chèvres, mais je n'ai pas vu de chevaux. Non, il n'y a pas de chevaux. Il n'y a pas de chevaux. Laurence est la chef, Romuald l'ingénieur agronome, en mission ici pour plusieurs mois. Agriculture assistée, l'organisation a fourni ici les engrais et les pompes à eau. Je ne suis pas capable de croiser les jambes comme ça, moi. Je ne suis plus scout. Réunion à la coréenne, assis par terre, avec la chef de la coopérative. Ah oui, 16 hectares, sylviculture. Les deux humanitaires n'ont pas été les témoins directs de la famine. Leurs déplacements dans le pays sont contrôlés. Romuald attend d'être un peu à l'écart pour nous parler. C'est une famine latente, quoi. Les gens n'ont pas assez à manger. Ici, dans les villages, les enfants ont faim, les gens ont faim, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils ne le disent pas, quoi, mais bon, le repas est assez succinct. C'est du riz, du maïs, des œufs. Bon, la viande, c'est un luxe, quoi. Et ça s'améliore? Vous sentez une amélioration? Oui, il y a une amélioration avec l'aide apportée par l'aide internationale, quoi, évidemment. Bon, on soutient globalement l'agriculture coréenne, quoi. Si cette aide s'arrête, c'est une catastrophe. Et ils en ont conscience, ça. Oui, mais on est un système très buté, quoi, très têtu, où c'est vraiment de l'embrigadement, du bourrage de crâne. Et bon, ils ont conscience de l'aide, mais jamais ils vont trahir leur parti, quoi. Et il y a un système de répression tellement fort, quoi. On peut voir la peur sur le visage des gens sans problème, quoi. Est-ce que vous avez connaissance d'habitants, de villageois qui ont été emmenés dans des camps d'internement? On a aucune information de ce type, quoi. Vous savez rien? Aucune preuve, non, on n'a rien, quoi. Même à vous, on vous montre ce que l'on veut montrer? Ah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, dans les premiers temps, quand j'allais aux toilettes, il y a une personne qui venait avec moi. Voilà. Et ça continue? Non, je peux aller aux toilettes tout seul. Mais vous pouvez pas parler avec les Coréens? Et là, on est surveillé quand on fait cette interview? Là, derrière moi, il y a quelqu'un? Ils arrivent pas, donc on va séparer. Clic, clac. Ouais. Okay. Parc de Pyongyang, le dimanche, au bord de la rivière Daedong. Une base de loisirs pour la jeunesse, danse et pique-nique. Nous avons pu interroger quelques habitants que nous avons nous-mêmes choisis. C'est très rare dans ce pays. Ces joueurs de cartes ont bien voulu nous répondre. Kim est notre traducteur officiel, pas très fiable. Il va déformer certaines des questions et des réponses. Bonjour monsieur. Est-ce que monsieur, on peut dire tout ce qu'on veut en Corée du Nord dans la rue? 귀국에서는 아무 장소에서 또 고립돼서 자기가 하고 싶은 말들을 다 할 수 있습니까? 할 수 있습니다. Oui, on peut dire tout. 그게 무슨 뭐 자기가 하고픈 말 그도 보고 느낀 거 그대로 다 말합니다. Tout le monde peut dire et sont en train de dire ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire du mal du Kim Jong-il? Je n'ai jamais entendu parler. Et je pense, c'est mon opinion personnelle, personne n'a le droit de le dire et personne ne peut le dire. Et si jamais on dit du mal de lui, qu'est-ce qui peut lui arriver? Et voilà Kim qui dérape. Il prévient le vieil homme que notre question est absurde. C'est une question que je n'avais pas à comprendre. Et ça, je vous dis franchement, de telles questions ne passent pas ici. C'est une chose inconcevable. Et vous le regrettez? Cette fois, Kim ne traduit pas du tout notre question, vous le regrettez. Il demande au vieil homme s'il a un mot à rajouter. Le vieil homme dit non. Kim nous fait donc croire que le vieil homme ne regrette pas qu'on ne puisse pas dire du mal de Kim Jong-il. Régulièrement, la Corée du Nord est accusée par la communauté internationale des pires crimes en matière de droits de l'homme. Peuple bâillonné, effroyable camp de rééducation par le travail pour les dissidents. Ce ne sont pas ces mystérieux goulags que visiteront les députés. Mais à force d'insister, ils seront emmenés sans notre caméra dans une prison soft.
Ici, 334 détenus de droit commun. L'un d'entre eux, par exemple, a volé un téléviseur dans un immeuble d'État. Dans cette salle de rééducation mentale, il sera soumis à un intense bourrage de crâne. Tous les détenus sont condamnés aux travaux forcés. Pour les députés qui ont pris ces photos, rien de choquant. Rien ne m'a choqué dans ce que j'ai vu. Ça ne nous a pas horrifié? Ah non, non, absolument pas. Est-ce qu'on peut suspecter une mise en scène et une prison un peu préparée avant votre visite? J'ai pas l'impression, même je suis même certain que s'il n'y avait pas de mise en scène, on vous a peut-être fait voir le camp de travail le plus beau du pays. J'espère que c'est partout pareil. Ils nous l'ont affirmé. C'est un geste très symbolique, mais très significatif de la volonté, je crois, du peuple nord-coréen de tout ouvrir à la délégation française. Réunion en compagnie du chef du comité central du Parti des travailleurs, le parti du régime. Toast en l'honneur de l'amitié franco-coréenne. Et puis beaucoup de bonheur en Corée du Nord. Jean-Claude Lenoir de Démocratie libérale casse l'ambiance. Quelles initiatives comptez-vous prendre rapidement en faveur des droits de l'homme? Cet apparatchik très important ne répond pas à la question. Dialectique et propagande habituelle. En Europe, dit-il, le prix des loyers est exorbitant. Il faut payer pour une opération chirurgicale, alors qu'en Corée du Nord, tout est gratuit. Pour lui, c'est ça les vrais droits de l'homme. J'ai vu que vous avez essayé de reparler des droits de l'homme, mais c'est pas facile. J'ai essayé, c'est franchement pas facile. Je crois qu'il y a une incompréhension totale, c'est un dialogue de sourds. On ne parle pas des mêmes choses. On ne parle pas des mêmes choses, et lorsqu'il répond, eh bien, il répond à des questions qui ne sont pas les questions des droits de l'homme. Le lendemain, départ pour la frontière avec le frère ennemi, la Corée du Sud. À 200 km de Pyongyang, en route pour Panmunjom sur le fameux 38e parallèle. Frontière imposée par l'armistice de 1953 qui mettait fin à la guerre de Corée. Frontière infranchissable. C'est le dernier mur de Berlin de la planète. Séparation entre deux mondes, communistes au nord, capitalistes au sud. Passage entre des barbelés, des haut-parleurs diffusent 24 heures sur 24 des chants révolutionnaires. Voici la fameuse séparation. Au premier plan, la Corée du Nord, en face, la Corée du Sud avec le grand bâtiment construit par les Américains. La frontière, c'est cette ligne de béton au milieu qui coupe les baraques en deux. Incroyable face-à-face. De l'autre côté, les Sud-Coréens et les Américains. Les Sud-Coréens. Bien sûr, on peut se parler, mais comme ça va bien, il y a des tours de caméra. Oui. Non, mais là, les soldats, est-ce que les soldats se parlent? Ils s'empêchent eux-mêmes de se parler. Ah, ils ne se parlent pas? Non. Oui. D'accord. Faites attention, il ne faut pas fouler cette ligne blanche, d'accord? Interdiction absolue de franchir cette ligne, sinon c'est l'incident diplomatique. La Corée du Nord s'arrête ici pour les visiteurs. Pour être observé, crie-leur quelque chose en anglais. Alors c'est impressionnant ce face-à-face silencieux. Moi j'ai comme le sentiment que lorsqu'il n'y a pas d'officiel, pas d'encadrement, etc., ils doivent échanger un certain nombre de banalités d'ailleurs. Enfin, est-ce que ça va Les soldats américains sont mal élevés, ils auraient pu venir nous saluer. Hein, tout est GI là. Ils sont juste en face là. Ben, ils sont juste là, ils nous regardent, regardez avec leurs jumelles. Ambiance guerre froide. Le chahut des députés provoque une grande agitation en face. Martin, l'homme de droite, a choisi son camp. Dans la porte. Ah, pour être observé, on est observé. Hein. Ah, il faut qu'on parte. Ça dépasse l'imagination, quand on puisse être comme ça, avec des soldats sud-coréens qui sont à la solde des Américains, les Américains qui vous espionnent avec leurs jumelles et qui sont prêts à bondir sur notre paletot aussi, ont franchi la ligne blanche. C'est théâtral et stupide. On sent très bien ici, à la façon dont on s'observe et dont on nous observe, que peu de choses pourraient déclencher la bataille. Je ne sais pas ce qui arriverait, mais je n'ose même pas y penser. Cette frontière a séparé des milliers de familles coréennes. Pyongyang rêve d'une grande Corée réunifiée. Rêve impossible, le voisin du Sud est une démocratie 46 fois plus riche. Retour à Pyongyang.
débauche de lumière l'espace d'une fête nationale. Gaspillage qui plongera les habitants dans le noir pendant plusieurs jours en raison de la pénurie. Célébration du 53e anniversaire de la République. La délégation française est conviée au stade pour le grand spectacle. Le parking des VIP, toute la nomenclatura est invitée avec ses grosses limousines. 80 000 spectateurs, 100 000 figurants. Dans la tribune officielle, au milieu du gratin nord-coréen, les députés français. L'inévitable hommage au grand leader. C'est parti pour 1h30 de show réglé à la perfection, avec ses fresques, des tableaux vivants, animés par 27 000 écoliers qui ont répété pendant des mois. Le clou du spectacle, cette fusée qui décolle. Exaltation de l'armée populaire, forte d'1 200 000 militaires actifs. 7 millions de personnes, le tiers de la population est mobilisable en quelques jours. Et puis, comme dans un feu d'artifice, il y a le bouquet final. L'instant du départ pour Hage et Martin. Jean-Claude Lenoir est déjà rentré. Délégation solidaire à l'heure des premiers comptes. Quel est le bilan que vous tirez de cette visite dans un pays qui est quand même très décrié à l'étranger? On compare souvent ce régime à une secte et on dit que c'est l'un des régimes les plus totalitaires au monde. Pour moi, je m'inscris en faux sur ce régime de secte et totalitaire. Ce que j'ai vu laisse à penser que ce pays est relativement ouvert et qu'il va s'ouvrir de plus en plus. Et ben, c'est le bilan, le premier que je retire. C'est pour ça, je pense que nous allons plaider, Tout à fait, oui. hein, Georges, pour la reconnaissance du pays. C'est beaucoup mieux, hein. Comme ça, je sens Bon voyage. Au revoir. Au revoir. Et à bientôt. Bon voyage. En conclusion de leur rapport, les députés n'oublieront sans doute pas de préciser qu'ils ont passé 7 jours dans ce pays, surveillés 24 heures sur 24. Bye bye Corée. Et c'est à quelques dizaines de kilomètres de là, chez le voisin sud-coréen, que l'équipe de France de football doit s'installer au mois de mai prochain pour préparer la Coupe du Monde et le match d'ouverture contre le Sénégal, match qui aura lieu à Séoul le 31 mai. Chaque année,